Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h05, merci d'être avec nous. Nous allons aborder un sujet. Moi, ça me passionne, même si je suis absolument nul avec les réseaux sociaux, que les choses soient très claires. Mais ça me passionne parce que ce qui me passionne sont les questions posées. D'abord, sommes-nous accros aux réseaux sociaux? Je vous donne simplement un chiffre. 53 millions d'utilisateurs actifs en France. Combien dans le monde? 4,5 milliards dans le monde, ce qui est évidemment considérable. Alors, j'ai plein de questions à poser. Twitter vacille, nous allons y revenir. Peut-on vivre sans les réseaux sociaux? Est-il temps de réguler les réseaux sociaux? Est-il temps d'explorer de nouveaux modèles de réseaux sociaux? Explorer de nouveaux modèles de réseaux sociaux. Nous allons voir quel modèle. Nos invités pour parler des réseaux sociaux, Dominique Boulier, qui est professeur des universités en sociologie au Centre européen de politique comparée, auteur de Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux, les éditions Le Passeur. Damien Douany, qui est pionnier du web et des nouvelles technologies. Vous sillonnez depuis plus de 20 ans les univers des médias sociaux, du digital et de l'innovation. Bonjour, merci d'être avec nous, messieurs. Bonjour. Bonjour. Et puis Mathilde Viard, qui est chef de la délégation française au G7 Youth Summit, c'est ça, exactement. Hein? Je suis aussi nul en anglais. Était assistante à l'Institut de recherche et de la désinformation. Tout à fait, Vous êtes assistante donc à l'Institut de recherche de la désinformation. Désinformation, on va aussi beaucoup en parler parce que c'est une des spécialités des réseaux sociaux. Alors, ma première question, Twitter vacille. Peut-on vivre sans les réseaux sociaux? Je la pose à nos auditeurs, 0826 300 300. Est-ce que vous pouvez vivre sans les réseaux sociaux? Messieurs, tiens, vous vivez sans les réseaux sociaux? Non, parce que pour des raisons professionnelles, vous vivez avec les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous pouvez imaginer qu'on puisse vivre sans les réseaux sociaux? Alors c'est une bonne question. Effectivement, aujourd'hui, il y a une forme d'addiction aux réseaux sociaux, de telle sorte qu'on ne puisse pas s'en passer. Finalement, on n'a jamais eu autant de temps libre dans nos vies à l'échelle de l'histoire, mais on n'a jamais eu aussi peu de temps de cerveau disponible parce qu'on passe notre vie sur les réseaux sociaux. Ça, c'est lié au modèle économique des réseaux sociaux, c'est-à-dire ils veulent absolument qu'on reste le plus longtemps possible sur la plateforme parce que c'est le modèle économique, ça génère des revenus. Ça génère des revenus. Voilà. Et donc il y a une volonté. Une addiction. Déjà, il y a une addiction parce qu'il y a aussi une volonté des plateformes de nous capter en quelque sorte. De capter l'attention, exactement. De capter l'attention. Oui. La captation de l'attention, c'est ce qui est le propre de tout média. Rappelez-vous un président à l'époque de TF1 qui disait qu'il vendait du temps de cerveau disponible. On était sur la même chose. On était sur cette logique de captation de l'attention pour pouvoir vendre de la publicité. Simplement, les outils sociaux ont perfectionné, on va dire à merveille, cette mécanique pour faire en sorte d'être dans une logique constante de captation. Juste un point cependant, quand on parle de réseaux sociaux, il n'y a pas que Twitter, Facebook. Ça peut être aussi des outils comme WhatsApp, par exemple, qui sont des outils de discussion. Alors justement, tiens, faisons le tour. Alors, je vais donner des noms. Hein. Vous m'arrêtez si je dis Twitch, Twitter, Twitch, TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Telegram, qu'est-ce qu'il y a encore? Signal, Messenger, Skype. J'en ai oublié beaucoup, j'imagine. Vous avez oublié tous les Chinois. J'ai oublié tous les Chinois. Non, j'ai dit TikTok. Ah oui, c'est vrai, mais on pourrait parler de WeChat, Douyin, enfin voilà, qui sont quand même sur leur marché des poids lourds. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Il faut faire un tri au milieu de tout ça. Il faut choisir chacun. C'est de la folie. Dominique Boulier. C'est vrai que il y a un côté d'une part d'imitation. C'est-à-dire que tout le monde pense qu'il y a un nouveau marché à faire. Moi, mes étudiants, quelquefois, quand ils veulent faire des entreprises, ils disent « je vais faire le nouveau réseau social de... » Non, écoutez, essayez d'être un peu plus original. C'est-à-dire qu'il y a une façon de se copier les uns les autres. Et toutes les innovations qui sont faites les unes par les autres se copient. Par exemple, les stories qui ont été inventées plutôt par Snapchat au début. Finalement, tout le monde les reproduit. Et puis on a petit à petit de plus en plus de formats courts, de plus en plus de vidéos, et alors on va jusqu'à TikTok où il n'y a plus que des vidéos. Donc de fait, vous avez quand même là un écosystème, si vous voulez, qui s'influence et qui capte l'attention. Mais alors, au-delà de chaque plateforme, c'est-à-dire que globalement,
dans un groupe, quand on est partie prenante, quand on a une passion ou quelque chose, spontanément, il va se créer cet effet-là. Quand on est dans sa famille, eh bien, on va créer aussi un réseau qui va être une boucle WhatsApp ou quelque chose comme ça. Et donc, vous avez une quantité d'occasions de créer ce type d'activité en réseau. Je passe mon temps, ça y est, je passe mon temps sur les réseaux sociaux. Soit pour aller m'informer, soit pour aller discuter avec ma famille, soit pour regarder une vidéo, écouter de la musique. Mais je passe mon temps. Jean-Jacques, est-ce que vous utilisez votre téléphone pour téléphoner aujourd'hui ? Oui, ça m'arrive encore. Oui, mais on va dire que c'est très souvent un usage quasiment, on va dire, des jeunes générations qui est quasiment relégué maintenant par rapport à l'usage qui est de principalement communiquer de manière différente. Oui. Si la question c'est de dire on doit se passer des réseaux sociaux, c'est lesquels peut-être ? Des outils comme WhatsApp ou des outils de messagerie sont devenus des nouveaux téléphones. C'est des nouvelles manières de communiquer. En revanche, Twitch a fait 1,2 million de spectateurs sur le dernier match de la Coupe du Monde. Je l'ai vu. Mon fils, qui a 16 ans, m'a poussé à regarder. J'ai regardé. C'est incroyable, d'ailleurs. Et donc, vous ne l'avez pas regardé à la télévision, vous l'avez regardé sur un écran numérique. Exact. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a aussi le fait de se dire, qu'est-ce que ça remplace ? C'était samedi soir au stade Jean-Bouin à Paris, 20 000 spectateurs. Donc, la question, c'est qu'est-ce que ça vient aussi remplacer ou modifier ? Donc, tout n'est pas forcément blanc ou noir, c'est toujours pareil, dans la vérité, dans la gamme de gris. En revanche, effectivement, il y a certains réseaux sociaux, certaines plateformes qui jouent particulièrement bien du temps d'attention, de la captation de données personnelles, voire de la remontée de données sur des pays comme la Chine. Et ça pose des vraies questions. Alors, il y a une expression que j'aime bien, qui est celle de Dominique Boulier, qui dit « Nous vivons l'ère du réchauffement médiatique ». Oui, parce qu'un des points communs de tous ces réseaux-là, quand même, c'est cette accélération du temps de réactivité, c'est de l'exigence de réactivité, d'une part. C'est-à-dire c'est intéressant un réseau social si vous réagissez. Si vous publiez quelque chose et qu'il n'y a personne, au bout d'un moment, vous vous rendez compte, vous laissez tomber. Et c'est la même chose pour à peu près tous les réseaux, avec Twitch, par exemple, ou avec un public qui réagit en direct, etc. Donc cette réactivité-là devient un format essentiel pour capter l'attention, bien entendu, pour des raisons publicitaires. Et puis, il y a une forme de tradition qui s'installe où vous devez systématiquement répondre. C'était déjà le cas avec les SMS, j'allais dire, il y a très longtemps. Mais maintenant, c'est devenu systématique. Et cette accélération du rythme, c'est un des points qui est sous-estimé dans tous les problèmes de régulation, ou de désinformation, etc. On a un effet de viralité qui fait que quand on est dans la réaction, on n'est pas totalement dans la réflexion. C'est-à-dire nécessairement, on renvoie et c'est du ping-pong. Et quelquefois, c'est pas que du ping-pong, ça tire à vue. Non, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Le réchauffement médiatique, c'est passionnant. Pour aller dans ce sens-là, c'est que on va vers le sens de l'émotion plus que de la raison. Donc on va dire, on va flatter ce lobe qui est l'archéocortex qui va faire qu'on va réagir d'abord, avant tout, dans une logique d'émotion. Mais les plateformes en jouent. Et d'ailleurs, les algorithmes de ces plateformes en jouent, parce qu'elles voient bien qu'en jouant là-dessus, ça crée de l'émulsion, ça crée de la réaction. Donc on continue là-dessus. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle parfois un enfermement algorithmique ou des bulles de filtre. C'est-à-dire que l'algorithme vous propose uniquement des contenus que vous aimez, avec lesquels vous êtes d'accord, pour que vous restiez le plus longtemps possible. Et par conséquent, vous voyez que des contenus qui ont le même avis que vous. Et donc, si vous êtes gilet jaune, vous voyez des contenus gilets jaunes. Si vous êtes macroniste, vous voyez des contenus macronistes. Si vous êtes mélenchoniste, vous voyez des contenus mélenchonistes. Et du coup, il y a une sorte de radicalisation du débat public autour de ça, parce que tout le monde pense que les autres pensent la même chose que vous savez que c'est terrible, je vous écoute, c'est terrible. C'est-à-dire que nous sommes ballottés, nous sommes exploités, nous sommes dirigés, nous sommes esclaves. Nous devenons esclaves peu à peu de ces réseaux sociaux ? Est-ce que nous devenons esclaves de ces réseaux sociaux ? Il faut bien voir que ce qui a démarré dans les années 2000, c'était une forme de réseau d'ados, si vous voulez, sympa. Il y avait les apéros Facebook, si vous vous souvenez. Je me souviens. Ça avait un côté sympa à l'affaire. À partir du moment où on les monétise, c'est pour faire de la publicité, on a optimisé tous ces algorithmes-là pour nous capter. Et on a changé d'échelle. On est passé en 10 ans, et personne n'a vu vraiment la transformation, ou quand on l'a vu, on s'est dit, finalement, c'est du business, c'est bien, et donc il ne faut surtout pas brimer le business. Le problème, c'est que ça touche à notre vie publique, à notre vie, à nos débats, alors justement, etc. On va voir comment ça touche à notre vie publique, quels sont les dangers, comment s'extraire de ce... on est attiré vers le fond. Comment résister à cet attirant ? Oui. Pour compléter ce point, la bascule
est venu en 2008, au moment où les réseaux sociaux, donc discussions entre pairs, sont devenus des médias sociaux. Autrement dit, des plateformes qui ont commencé à diffuser de l'information, mais ce, sans une logique de, on va dire, de grille de programme, sans une logique de modération, en disant, nous, on est juste une plateforme. Donc en fait, vous dites ce que vous voulez, mais c'est là le point faible, c'est qu'il y a eu, on va dire, une manière de dégager le problème principal qui est la modération, qui est dans une grille comme celle de Sud Radio, vous avez un programmateur, donc il y a une ligne éditoriale. Vous tenez votre antenne, comme on dit, et il y a une responsabilité. Vous tenez votre antenne. Eh bien, sur les réseaux sociaux, l'idée c'est de dire, nous, on est juste une plateforme. Et la bascule, elle est venue à ce moment-là, réseau à médias, avec des algorithmes pour pousser encore plus cette appétence à des contenus qui vont dans mon sens, donc j'ai encore plus envie d'en voir. Donc je perds un esprit critique. On peut toujours faire un pas de côté, mais c'est tellement plus confortable de rester dans sa bulle. Évidemment. Conclusion de l'histoire, aujourd'hui on en arrive à des extrêmes qui font que, je pense pas que les réseaux sociaux soient morts, mais peut-être que le modèle qu'on a actuellement des réseaux sociaux est mort. Alors on va regarder les dangers, on va réfléchir ensemble comment s'en sortir, et puis quels sont les futurs modèles, comment rénover, en quelque sorte, régénérer les réseaux sociaux. Et puis je vais appeler dans un instant, juste après la pub, Olivier Lascar, qui est rédacteur en chef du pôle digital de Science et Avenir, auteur du livre Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, parce que Twitter, qui est un réseau social majeur, Twitter, c'est pas le plus... Il joue un rôle clé pour fixer ce rythme-là de la réactivité. En revanche, ce n'est pas, en termes de public, c'est vraiment pas le plus important. Mais il est très spécialisé. C'est Facebook ? C'est Facebook qui domine de tout. Quand on agrège l'ensemble de ces instances, c'est-à-dire WhatsApp, Instagram et Facebook. En termes d'utilisateurs, c'est le groupe Meta. En termes d'utilisation, c'est YouTube et TikTok. Et au niveau mondial, Twitter est au 14e rang. 14e en termes d'utilisateurs. Et 7e en termes d'utilisation. En revanche, effectivement, en termes d'effet tam-tam, donc en d'amplification des messages, c'est le premier. C'est le premier. Bien, Olivier Lascar va nous dire ce qui se passe chez Twitter. Il a beaucoup travaillé sur Elon Musk. Il est 11h17, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Débat autour des réseaux sociaux. Nos invités, Dominique Boulier, professeur des universités, Damien Douany, qui est pionnier du web et des nouvelles technologies, Mathilde Viard, qui travaille à l'Institut de recherche de la désinformation, et puis Olivier Lascar, qui est rédacteur en chef du pôle digital de Science et Avenir. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Merci Olivier. De votre invitation. Auteur du livre Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science. Mais dites-moi, il défie la science, mais il défie aussi les habitués de Twitter, Elon Musk. Il a limogé massivement, il a dissous le conseil d'administration, il a congédié des dirigeants, 50% des salariés. J'ai vu d'ailleurs que le patron de Twitter France avait démissionné, il l'a annoncé ce matin. Oui. L'équipe chargée des droits de l'homme a été supprimée, l'équipe chargée de la modération a été limogée. C'est un oiseau libéré, mais enfin libéré d'une drôle de manière, non ? On a l'impression qu'il lui reste plus beaucoup de plumes, effectivement. C'est du management à la Elon Musk pur jus. Là, il y a une caisse de résonance extraordinaire parce qu'avec le rachat de Twitter, Elon Musk bascule dans un autre univers médiatique. Depuis 15 ans, il était parmi les incontournables du monde de la tech, Musk, avec ses différentes entreprises, à commencer par SpaceX, cette boîte qui fabrique des fusées réutilisables et qui est désormais impliquée dans le programme du retour à la Lune. Hein. Vous savez que la NASA prépare le retour à la Lune et SpaceX va fournir l'alunisseur. Tesla, Neuralink, mais avec Twitter, il est vraiment au milieu de cette agora numérique mondiale et tout le monde constate ce qu'est la méthode Musk. Alors Musk, c'est quelqu'un qui est sans doute visionnaire, on pourrait en discuter, mais enfin il est quand même, moi de mon point de vue, c'est un visionnaire, mais c'est aussi un manager extrêmement questionnable, parce que dans toutes ses actions, dans toutes ses entreprises, il a toujours à cœur de dire qu'il le fait pour le bien de l'humanité. Faire en sorte que demain, on puisse aller coloniser la planète Mars. Lui, il dit que c'est pour assurer la pérennité de l'espèce humaine. Mais il ne s'est pas rendu compte que l'humanité était constituée d'humains, quoi. Hein. Et au jour le jour, il est d'une très grande violence managériale. Après, il faut voir que dans le monde des GAFA, c'est pas le monde des bisounours. Et il y a d'autres exemples ces derniers jours, ces dernières semaines, chez Meta, par exemple.
chez Meta, Zuckerberg a annoncé le limogeage de 11 000 personnes. Il y a à peine un an, Meta avait fait une grande communication en expliquant qu'ils allaient engager 10 000 personnes en Europe pour développer le métavers. 10 000 personnes en Europe. Un an plus tard, ils annoncent le limogeage de 11 000 personnes dans le monde entier. Donc vous voyez que des retournements de situation dans cet univers, il y en a très souvent, quoi. Mais alors, Olivier Lascar, moi la question qui m'intéresse, c'est que veut faire Elon Musk avec Twitter? Je regarde ses premières décisions, j'oublie l'aspect social des choses, qui est effectivement c'est rude. Mais je regarde le reste de l'intervention, de ce que dit Elon Musk. Que veut-il faire de Twitter, selon vous? Liberté d'expression, tout le monde se méfie. Autour de la table, vous vous méfiez, non? J'imagine. Hein? C'est un modèle libertarien de la liberté des expressions. Et c'est aussi un modèle libertarien du point de vue du business. C'est-à-dire, c'est la rentabilité à tout prix et surtout pas d'État ni de régulation. C'est surtout ça derrière le plan, quoi. Oui. Olivier Lascar, que veut-il faire de Twitter? Deux options, à mon avis. La première, c'était celle qu'on voyait venir depuis le début, quand il a annoncé son intention d'acheter Twitter, c'est utiliser Twitter comme un extraordinaire réseau d'influence, un instrument de lobbying qui permettra de faciliter son travail entrepreneurial, c'est-à-dire que en devenant une forme de Citizen Kane du numérique et du XXIe siècle, il peut avoir l'oreille des politiques et faire en sorte d'avoir une sorte de bienveillance de certains gouverneurs, de certains États pour y développer la voiture autonome, pour y développer les puces à mettre dans le cerveau, etc. Toutes choses sur lesquelles il est effectivement en train de travailler, même si ça a l'air très science-fiction. Donc ça, c'est Twitter, finalement, tel qu'on le connaît aujourd'hui. La deuxième option, c'est transformer Twitter de l'intérieur pour en faire autre chose. Ça, c'est une piste qu'il a déjà évoquée. Il lui a donné un nom à cette autre chose. Il appelle ça l'application X. Ce faisant, il revient à ses premières amours, d'ailleurs, parce que Elon Musk, avant SpaceX, c'est quelqu'un qui fait fortune dans l'industrie du numérique avec une société de banque en ligne qui s'appelle X.com et qui deviendra ensuite PayPal. Et c'est la vente de PayPal qui fait de lui le millionnaire qui peut se lancer dans toute l'aventure qu'on connaît aujourd'hui. En tout cas, il reprend ce nom de X, de l'application X. Et qu'est-ce que c'est que l'application X dans l'imaginaire muskien? C'est faire en Occident et aux États-Unis l'équivalent du WeChat chinois. C'est-à-dire WeChat, c'est l'application qui sert à tout. C'est le couteau suisse numérique ultime. C'est la somme de Amazon, Doctolib, Apple Pay. Vous voyez, on s'en sert pour prendre ses rendez-vous chez le docteur, on s'en sert pour commander son taxi, on s'en sert pour payer son loyer, on s'en sert pour tout. Et Musk a déjà dit qu'il aimerait faire cela, et il a expliqué il a fait un tweet, puisqu'il ne communique que comme ça maintenant, enfin depuis longtemps il communique que comme ça, il ne fait pas de la communication classique, il ne fait pas de publication scientifique, il ne fait pas d'interview en bonne et due forme avec des journalistes, etc. Il communique sur Twitter, et sur Twitter il a dit acheter Twitter, ça va accélérer l'avènement de X, de l'application X, de 3 ou 4 ans. Parce que le problème sur lequel il va se cogner, se confronter, c'est qu'une application comme celle-là, ça pose évidemment des questions et des problèmes extraordinaires en termes de monopole. Puisque vous voyez bien qu'il faut accumuler des données tous azimuts. Si on est la somme de toutes les fonctionnalités que j'ai essayé de décrire, si on est l'application qui sert dans toutes les circonstances de la vie. Or, on voit bien aujourd'hui, et notamment aux États-Unis, que cette question du monopole des GAFA, elle commence à devenir une question politique qui pose problème, puisque Zuckerberg, par exemple, est auditionné régulièrement par le Congrès, et la question du démantèlement de ces acteurs, du désossage de Facebook en l'occurrence, elle se pose. Donc quand Musk arrive et qu'il dit de son côté, moi je vais faire une appli qui va être le cumul de toutes les autres, on peut imaginer qu'il n'y aura pas une forme de bienveillance des politiques par rapport à une intention comme celle-là. En revanche, s'il fait du lobby tous azimuts et s'il devient, comment dirais-je, partisan
et soutien des républicains qui reviendraient au pouvoir, là peut-être que ça sera plus facile pour lui. Bien, merci beaucoup Olivier Lascar. Bien, nous allons pouvoir sur cette base-là développer et développer autour de l'influence des réseaux sociaux sur notre vie démocratique, sur notre vie personnelle, utilisation des données personnelles à des fins publicitaires. Maintenant c'est acquis, on est otage de tout cela finalement. 11h28. Allez, on se retrouve dans un instant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous continuons notre discussion. Pendant la pub, Damien Douany, vous nous parliez d'Elon Musk et de Trump. Oui, je disais qu'hier soir, il avait fait passer un vote en demandant à la plateforme qui était pour ou contre le retour de Trump sur la plateforme qui avait été bannie de celle-ci. Il y a eu 15 millions de personnes qui ont voté avec une courte majorité pour le retour de Trump. Donc il a dit je le ferai revenir s'il a envie de venir. Bon, Trump a dit non, mais c'est l'exemple typique de 15 millions, on est sûr, dont beaucoup de bots, je crois. Pas. Oui, voilà, c'est ça. Beaucoup de robots. Des robots. Il y a des c'est très inquiétant, c'est-à-dire qu'on organise un vote sur Twitter. Pour nous journalistes aussi, c'est inquiétant. On organise un vote pour Twitter, on n'est absolument pas. On ne sait rien de ceux qui votent, quoi, ou de celles qui votent. Voilà. Voilà. En fait, si vous voulez, le problème aujourd'hui qu'on voit avec les réseaux sociaux en général, et on l'a vu notamment par la période du Covid, c'est qu'en fait, ces plateformes, comme elles poussent, on va dire, certains algorithmes poussent à la polarisation, on mélange opinion et fait. Un vote, c'est un fait. Je veux dire, quand c'est un fait, c'est quelqu'un qui met un bulletin dans une urne et on sait statistiquement le nombre de gens ont voté. On peut dire que c'est un fait. Un vote sur une plateforme sociale, 15 millions dont on ne sait pas qui, c'est une opinion qui est exprimée. C'est une opinion générale qui est exprimée. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez un floutage entre l'opinion et le fait. Ça me fait plaisir parce que dans le journalisme, c'est malheureusement ça aujourd'hui. C'est-à-dire que on passe très vite du fait à l'opinion en oubliant l'explication et l'analyse. Et la source. Et la source. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça me fait plaisir. C'est pareil. Finalement, c'est pareil. Si vous voulez compliquer encore la situation, c'est de dire que quelquefois, ce n'est même plus de l'opinion, c'est de la pure réaction. C'est-à-dire que quand vous faites un like ou de la provocation, vous n'avez plus qu'une réaction qui, de fait, est considérée d'ailleurs comme faisant appel à l'opinion, alors qu'en réalité, non. Donc, quand vous faites l'opinion, il y a un questionnaire, normalement, dans les sondages d'opinion, etc. Tandis que là, non, il n'y a que de la pure réactivité algorithmique, quelquefois automatisé avec des robots, et vous voyez qu'on a vraiment un degré de prise en compte du public qui est totalement différent de celui de la démocratie comme de celui des médias. Alors les journalistes sélectionnent, hiérarchisent souvent leur sujet en tenant compte des indicateurs de Twitter, ce qui est très inquiétant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médias traditionnels sont menacés? Est-ce que vous pensez que est-ce que vous pensez que les médias traditionnels sont menacés? Pour peut-être vous rejoindre aussi, c'est ce qui est un petit peu inquiétant sur la tendance qui est donnée par Elon Musk. C'est par exemple cette idée de certification, c'est-à-dire de payer $8 pour avoir une certification sans aucune vérification de qui vous êtes, simplement sur le fondement de payer. Donc ça détruit de facto la logique de certification, puisque la certification ne veut plus rien dire. Et ça crée une sorte de relativisme ambiant dans le débat public, c'est-à-dire que la voix d'un journaliste ou la voix de Monsieur Michu, sans aucun mépris vis-à-vis de Monsieur Michu, mais visuellement sur Twitter, ça aurait la même visibilité. Alors j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que ces réseaux sociaux radicalisent les opinions? Oui ou non? Alors il les radicalise pour la version justement qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire ces espèces de bulles de filtre dans lesquelles on est, et qui doivent être complétées par l'autre aspect, c'est-à-dire que comme on vous pousse à réagir, on favorise des énoncés qui vont être les plus provocants. Alors, au début, c'est pour rire, lol, vous savez, la dictature du lol. Donc à ce moment-là, vous pouvez dire n'importe quoi. Puis en réalité, petit à petit, c'est un propos insultant, puis un propos haineux, et puis des propos radicaux totalement inadmissibles, et ça vous fait monter vous-même individuellement. Donc vous apprenez qu'il faut effectivement provoquer pour générer une forme de réaction et de réputation, parce que c'est une course à la réputation, et à partir de ce moment-là, effectivement, le système profite de votre propre contribution, c'est ça le pire. Les algorithmes s'associent à votre propre contribution et nous réagissons vigoureusement et donc nous alimentons encore la viralité et l'opposition et les tensions qu'il y a. Oui, Damien Douany. Elon Musk est très bon effectivement cette logique de troll, comme on dit, c'est-à-dire en gros cette volonté de vouloir mettre de la provocation constante pour pouvoir en fait mettre de l'huile sur le feu. Le fait est maintenant qu'il faut avoir quand même en tête que les médias sociaux restent aussi, si on met de côté la logique des algorithmes,
ça reste un outil. Et Oui, quand on ça le reste vit un outil utile. Oui. Est-ce que c'est un outil utile? Alors ça peut être un outil utile, oui. On le disait tout à l'heure, pour les journalistes, par exemple moi, dans mon métier, ça m'intéresse de voir les tendances, de voir ce qui se raconte. Ça permet de prendre le pouls d'une société. On parlait des gilets jaunes tout à l'heure. Les gilets jaunes se sont organisés sur les réseaux sociaux sans prendre parti pour ou contre. Ils ont utilisé Facebook pour s'organiser entre eux, pour se coordonner entre eux. Donc il y a un outil, ça a servi leur cause dans tous les cas de figure. Ça a servi de défendre certaines, on va dire, certaines révolutions, les révolutions arabes par exemple. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard si ce sont des dictatures qui bloquent tout de suite, immédiatement les réseaux sociaux dès qu'il y a un soulèvement éventuellement populaire. Donc c'est bien la preuve de la puissance éventuelle aussi de ces outils. Tout n'est pas négatif. La question, c'est effectivement lorsqu'il y a volonté de jouer avec les gens, de jouer avec l'esprit des gens. Et aussi, il y a un autre élément quand même, c'est que quand derrière un écran, on se désolidarise, on se dit un peu, je ne crains rien. Et il y a aussi quand même la question du droit derrière qui est à la ramasse. Si véritablement les lois étaient appliquées, on va dire autrement dit, s'il y avait la capacité d'être aussi réactif sur les réseaux, que la justice peut être aussi réactif en disant je fais on va dire un avis raciste par exemple, eh bien ça tombe sous le coup d'une loi. Donc anonymat ou pas anonymat, ce n'est pas vrai. On peut vous retrouver et on peut vous traîner devant la justice. On peut toujours être retrouvé. Il n'y a pas d'anonymat. Et il y a aussi cette question-là. Et donc il y a aussi cette question-là de se dire comment la société aussi arrive à se mettre sur le rythme de ces réseaux. Et c'est aussi toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui les politiques, la justice n'arrivent plus à être sur ce rythme. Alors le problème, c'est qu'on a quand même un système médiatique qui fait qu'il y avait une responsabilité éditoriale qui était quand même, vous aviez dit, employer le terme de hiérarchisation, il est très important, mais il va avec responsabilité. C'est-à-dire que vous devez, en tant que médias, empêcher ce type d'expression avant même que ce soit la justice, la police, etc. qui réagissent ou qu'il y ait des dénonciations. Donc là, on est vraiment effectivement dans une situation où il y a eu un système qui s'est mis en place pour dire nous n'avons aucune responsabilité, nous sommes des hébergeurs, ce qui était vrai à l'époque quand ça a été installé en 1996 aux États-Unis, qui était vrai pour les fournisseurs d'accès à Internet, mais qui s'applique maintenant à des plateformes comme ça. Alors, et une des premières réformes, si vous voulez aller dans les solutions, c'est celle-là aussi, c'est d'obliger à une responsabilité éditoriale. Obliger à une responsabilité éditoriale. C'est possible. C'est votre point de vue. Alors je peux vous dire qu'il va falloir tordre le bras des plateformes, parce qu'elles veulent tout faire pour ne pas l'avoir. Mais c'est la condition. Il y a des règles européennes quand même, qui s'imposent à Twitter. Mais malheureusement, le Digital Service Act qui vient d'être publié, tout de suite, dès le début, éviter de dire qu'ils allaient être éditeurs. Donc, on se retrouve dans un règlement qui oblige à une forme d'obligation de moyens de la part des plateformes qui devrait être modérée. Mais le problème, c'est que on ne pouvait rien contrôler. On ne peut pas tout écrire aujourd'hui. Je vais être basique. On ne peut pas tout écrire sans risque sur Twitter aujourd'hui, sur Twitter ou les autres. Tout à fait. Il y a eu des progrès en termes de droit au niveau européen, notamment ce dont on parlait, le Digital Service Act, qui a un vrai progrès parce qu'il a vocation à aligner le fait que ce qui est interdit dans la vraie vie, c'est aussi interdit en ligne. D'accord. Et simplement... vous nous rassurez un peu quand même. mais il y a en quelques revanche, garde-fous. Et donc voilà, la balle est dans le camp d'Elon Musk de bien respecter ces règles. Et s'il ne les respecte pas, il y a des sanctions qui sont prévues. On peut même jusqu'à couper Twitter, interdire Twitter. C'est possible. C'est possible. C'est pas forcément souhaitable. Mais un réseau social Il est possible, oui, techniquement, de l'interdire, mais il y aura toujours des moyens de le contourner. Oui, il y aura toujours des moyens. Mais pour revenir sur cette notion de liberté de ton, Musk joue là-dessus, parce que je pense qu'il y a un argument marketing aussi, qui est de dire, on veut faire de Twitter, je veux faire de Twitter la plateforme de liberté d'expression, dans cette logique de free speech, très libertarienne, qui en gros, je ne veux aucun contrôle, chacun est libre de dire ce qu'il veut et est responsable de ce qu'il dit finalement. Et en fait, il retourne l'argument en disant, mais moi je suis pour que les gens disent les choses, donc pas de modération. Quand il y a un vote de 15 millions, sur son tweet, il a marqué Vox Populi. Ça veut bien dire, en gros, la voix du peuple s'est exprimée. Mais il joue là-dessus, il joue sur cette limite. Bien, nous allons essayer de savoir comment on peut régénérer ou améliorer le fonctionnement de ces réseaux sociaux. Il est quelle heure ? Il est 11h40 déjà, on va observer une petite pause et nous allons terminer les 15 dernières minutes de cette émission autour de cela. Comment faire ? Allez, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Je vous attends, 0826 300 300. Comment utilisez-vous les réseaux sociaux ? Est-ce votre principale source d'information ? Les trouvez-vous fiables ?
Pouvez-vous vous en passer? Allez-y, témoignez, n'hésitez pas. Nous parlions des sondages. Il y en a régulièrement sur Twitter, mais pas que sur Twitter. Régulièrement des sondages qui n'ont aucune signification. Ça ne veut rien dire, un sondage sur un réseau social. C'est seulement une façon de se rassurer ou d'avoir un feedback quel qu'il soit et de mettre en scène ce feedback. Mais en réalité, il faut bien voir que les sondages, malgré toutes les critiques qu'on peut leur faire, ça a mis quand même 60 ans à se construire, plus que 60 ans même, 70, à avoir effectivement une fiabilité statistique avec des questionnaires, des contrôles qu'on redresse même, évidemment. Mais tout cela fait que vous êtes dans une situation où vous vous exprimez en fonction des questions qu'on vous pose. Donc on nous dit, ah oui, mais justement, ça fausse tout. Alors que si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous vous exprimez spontanément. Mais en réalité, vous vous exprimez pas spontanément. Vous êtes pris dans des bulles, par exemple, de filtre avec vos amis, où vous réagissez à ce qui vous est opposé, et vous êtes dans ces logiques-là, y compris avec un grand nombre de robots qui viennent là-dessus. Alors Twitter nous dit, il les nettoie, c'est vrai, en plus, ils font un travail considérable pour faire ça, mais c'est compliqué, mais ça ne peut pas vous donner, il n'y a pas de population de référence, il n'y a pas de population, il n'y a pas de calcul pour ça, on ne sait pas qu'on... Donc ça n'a aucune signification. C'est plus un référendum, quelque part. Un référendum consultatif. Mais pour une population qu'on ne connaît pas. Oui. Donc, vous voyez, donc c'est quelque chose, il faut bien différencier ces mondes-là, et on est passé dans un autre monde, on appelle ça du social listening, où on écoute effectivement des réactions, parce que malgré tout, si quand on est une marque, tout d'un coup, il y a 3000 personnes qui commencent à râler sur quelque chose, évidemment, alors qui utilise les réseaux sociaux, évidemment toutes les marques, toutes les grandes marques, hein, évidemment, et puis les mouvements politiques, et évidemment. Hein, bon. Est-il temps d'explorer de nouveaux modèles de réseaux sociaux? Alors je me tourne vers vous parce que j'ai vu votre tribune. Est-ce qu'il est temps d'explorer, et quel nouveau modèle de réseaux sociaux? Dites-moi. Oui, effectivement, ce qu'on a défendu dans cette tribune avec d'autres signataires, c'était que ce rachat de Twitter par Elon Musk et la lumière qui est mise dessus, c'est l'opportunité de repenser nos usages de façon assez générale d'ailleurs. On peut penser au niveau individuel, entretenir un rapport plus sain aux réseaux sociaux, à leur usage. Typiquement, désinstaller une application pour être moins addict, ou éteindre son téléphone régulièrement. L'opportunité aussi de réaffirmer les règles européennes, de dire que les règles européennes doivent être respectées sur le sol européen, quelle que soit la volonté d'Elon Musk, et puis aussi, effectivement, d'inventer de nouveaux modèles de réseaux sociaux qui fonctionnent moins sur la base de l'utilisation des données personnelles. Mais quel nouveau modèle peut-on inventer? Il existe des alternatives aujourd'hui à Twitter, par exemple. On voit beaucoup en ce moment émerger Mastodon, dont on parle beaucoup. Mastodon n'est pas parfait, parce qu'il est géré par des bénévoles, donc forcément... Des bénévoles qui sont où? C'est un réseau décentralisé en fait. C'est un réseau décentralisé, voilà. Oui. Mais en gros, des gens qui ont envie de le faire fonctionner comme Wikipédia. Voilà. Exactement. Oui, comme Wikipédia. Voilà. Enfin, il y a beaucoup à dire sur Wikipédia aussi. Hein. Oui, mais ils ont réussi à monter. C'est un phénomène assez incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, en étant distribués, petit à petit, à se corriger et à instituer des règles. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand vous ne vous référez pas au droit habituel, vous pouvez prétendre après dire que je suis celui qui dirige. Il va y avoir des groupes d'influence sur Mastodon aussi. Mais il y en aura partout, de toutes les manières. Il y en aura partout. Ça, c'est pas très grave quelque part. Après tout, c'est un moyen. C'est la vie. Ce sont des plateformes. Moi, je pense qu'on peut comparer les grands acteurs des réseaux sociaux aujourd'hui comme les cigarettiers des années 70-80. En clair, ils ont mis des substances comme dans les années 80. Les cigarettiers ont mis des substances chimiques pour vous donner envie de continuer à utiliser de fumer. Et après, il y a une régulation très forte qui a fait qu'ils sont quand même pris une grande baffe dans la figure. Et bien, on est un peu de la même chose aujourd'hui. Les algorithmes ont été faits pour donner envie à notre cerveau de continuer à les utiliser. Donc un des éléments qui pourrait déjà changer les choses, c'est d'ouvrir les algorithmes. C'est de faire en sorte d'ouvrir cette boîte noire que même les États n'arrivent pas à ouvrir. Quand on demande à Facebook, on dit ah ben non, c'est chez nous. Hein. Donc ça c'est notre secret professionnel. Voilà, exactement, secret industriel. C'est un premier point. Il faudrait avoir la capacité d'ouvrir le capot et de regarder ce qu'il y a dedans pour comprendre les mécanismes de ces algorithmes. Rien que ça déjà, ça permettrait de changer beaucoup de choses. Et il y a un deuxième élément, parce qu'il ne faut pas que incriminer les réseaux, je pense. Il y a une question d'éducation au numérique qui n'existe nulle part. On nous a filé une Ferrari sans le code de la route et sans le permis. En clair, les gamins, aujourd'hui, vont sur les réseaux. Les parents ne savent pas comment ça fonctionne vraiment, n'ont pas conscience des données qui partent ailleurs, de l'utilisation des données par les algorithmes. Et très clairement, moi qui forme beaucoup de gens, j'ai des gens qui sont étonnés, ah mais mes données alors, elles vont là-bas, elles ne sont pas effacées quand je les efface? Ben non. Et il y a des algorithmes qui me sortent l'information? Ben oui. Et donc très clairement, il y a aussi cette question de faire de l'éducation au numérique. Après, chacun fera comme il voudra.
C'est comme si on vous explique, fumer c'est pas bien, mais si vous avez envie de fumer, faites-le. Mais vous avez conscience de ce qui se passe derrière. Et ben là, c'est ça qui manque aujourd'hui. Et ça existe déjà d'ailleurs dans certains pays d'Europe du Nord, je crois, vraiment des formations dès le plus jeune âge. En fait, les professeurs éduquent à l'usage des réseaux sociaux, etc. Ça commence à se faire en France aussi, je crois. Mais donc tout à fait. Mais vous êtes utilisateur à fond des réseaux sociaux, j'imagine tous les trois, non? Oui. Moi, je suis un peu professionnellement parce que je les étudie. Vous êtes professionnellement, donc, vous étudiez, mais j'ai toujours veillé à ne pas aller sur Twitter parce que j'ai senti effectivement que c'était quelque chose qui allait accélérer. Est-ce que, franchement, c'est une question qui me taraude, est-ce que c'est dangereux ou pas? Cette question, sont-ils dangereux, ces réseaux sociaux? Oui ou non? Alors, c'est difficile de dire oui ou de dire non, d'ailleurs. Comme toujours, s'ils continuent tels qu'ils sont aujourd'hui, oui, ils sont dangereux et il faudrait qu'ils meurent en l'état. En revanche, s'ils évoluent, si leur modèle évolue ou si on arrive à faire évoluer leurs médias, leur modèle, je pense que ce sont de super outils, très clairement. Dangereux ou pas? Exactement. La même réponse. La même réponse. Exactement. Ouais, il faut les faire évoluer, sinon il faut les faire évoluer. Il faut bien les réguler. Oui. Avec une puissance publique qui soit suffisamment forte pour imposer le droit. Ils sont effectivement dangereux, y compris sur le plan industriel ou commercial, puisqu'ils ont de fait, ils ont parvenu à tuer énormément de concurrence et de possibilités d'innovation dans ce domaine-là. Ce que les États-Unis, comme l'Europe et surtout les États-Unis, ont commencé à avancer en disant qu'il va falloir les démanteler. Donc vous voyez qu'ils sont quand même sensibles au problème. C'est-à-dire que, par exemple, Facebook n'est plus WhatsApp et Instagram dans le même panier. Ça, c'est un démantèlement. Le deuxième, c'est sur le plan publicitaire. Il faut voir que c'est de plus en plus opaque. C'est-à-dire même les marques. J'essaye de faire comprendre ça aux marques, effectivement, et finalement, elles se font avoir dans les placements qu'elles font, puisqu'elles ne peuvent plus rien voir, ni comprendre de comment les utilisateurs se comportent. Donc là, il y a un piège. Oui, et d'ailleurs, juste, je fais une parenthèse à propos de publicité. 177 milliards de dollars, les dépenses publicitaires sur les réseaux sociaux, plus qu'à la télévision. Plus qu'à la télévision. Et le problème principal, c'est que les plateformes sont partie prenante des deux côtés. Autrement dit, vous mettez de l'argent dessus, elles vous disent vous avez touché tant de gens, puis elles vous donnent des chiffres. Vous n'avez aucune capacité de savoir si ces chiffres sont vrais ou faux. Oui, évidemment. C'est eux qui affectent leur C'est quand même un monde très opaque. Enfin, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais... Oui, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans les masses médias, vous avez aussi la relation à l'audience, mais vous avez un comité des parties prenantes qui fait qu'il y a l'Institut qui les mesure, il y a les agences de placement, il y a les marques, il y a les diffuseurs, et tout le monde s'arrange pour fixer un tarif. Désormais, sur les réseaux sociaux, ce sont des algorithmes d'enchères, et qui sont de plus en plus opaques, et à ce moment-là, effectivement, tout le monde perd la prise là-dessus, quoi. Et là, il y a une véritable arnaque de mon point de vue. Et je rajouterai un troisième élément, ce que disait Dominique Boulier, il y a un risque politique réel. Les réseaux sociaux deviennent des outils de soft power. Facebook, quelque part, pour les États-Unis, quelque part, était un outil de soft power. On dit un moyen, quelque part, d'avoir une sorte d'ambassade numérique partout dans le monde, ou quasiment dans le monde, puisque en Russie et en Chine, ça ne fonctionne pas. Et donc, très clairement, d'avoir une présence, on va dire un levier. On a la même chose aujourd'hui avec TikTok. TikTok, c'est chinois. Et très clairement, il y a une stratégie très claire de l'État chinois, liée, parce que vous savez que les entreprises et l'État sont très liés là-bas. Il y a une stratégie très claire liée quant à l'usage de TikTok et sur la question de la remontée des données personnelles, très clairement. Et d'ailleurs, même si on peut le critiquer sur beaucoup de choses, Trump l'avait dit à l'époque en disant « je veux qu'on coupe TikTok le TikTok américain doit être indépendant ». Pourquoi ? Parce qu'on lui avait justement mentionné le fait que les données étaient en train de partir entièrement en Chine. Soit en passant, il fait la même chose. Les États-Unis font la même chose avec Facebook. Et quand l'Europe dit à Facebook « on voudrait que vous arrêtiez », ils répondent « on va partir alors ». Donc vous voyez, c'est un jeu qui est très compliqué. Le problème, c'est que pour les alternatives, c'est très difficile d'amorcer un réseau social, si vous voulez. Vous pouvez avoir une bonne idée. Moi, j'ai travaillé avec Jimmy Wales, effectivement, à produire VT Social, qui est un peu l'équivalent de Wikipédia. Jimmy Wales, qui est le fondateur de Wikipédia. Le réseau n'a pas décollé, si vous voulez. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand vous êtes un utilisateur ordinaire, vous dites à quoi bon aller dans un réseau où je connais pas grand monde, qui parle de sujets qui m'intéressent pas forcément, alors qu'il y a un grand réseau qui existe déjà, qui est effectivement, où il a beaucoup d'utilité, comme on dit sur le plan économique, c'est-à-dire je suis sûr de trouver soit des gens qui me ressemblent, soit des sujets qui m'intéressent, dans la variété qu'il y a. Donc quand vous êtes très gros, c'est l'effet réseau, quand vous êtes très gros, eh bien vous continuez à attirer de plus en plus de gens. C'est pour ça que c'est très difficile et c'est pour ça qu'il faut une forme de démantèlement pour autoriser et permettre à d'autres alternatives d'émerger. Donc lorsque je posais la question, est-ce que c'est dangereux ? Vous dites oui et non. Est-ce qu'il faut en avoir peur ? Tiens, Jean-Louis est médecin à Arles. On va voir ce que Jean-Louis veut nous dire. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux? Allô? Oui, Jean-Louis. Oui, je vous écoute. Vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux? J'utilise régulièrement Facebook. Je suis médecin et en ce moment, il y a beaucoup d'échanges avec nos syndicalistes sur les malfaisances que le gouvernement nous réserve. Et donc, j'y suis assez régulièrement, oui. Oui. Vous êtes content du rachat par Elon Musk de Twitter? Écoutez, moi, oui. Il se trouve que j'ai une Tesla et que donc Elon Musk m'est sympathique. Ceci dit, je pense que ce genre de situation, ça va être autorégulé par les gens qui s'en servent. À partir du moment où il n'y aura que des malfaisants qui raconteront n'importe quoi dessus, ça deviendra un foutoir pour les malfaisants et les gens normaux n'iront plus. Je pense que l'autorégulation, c'est une bonne chose. Je vous entendais parler des journaux. Je pense que les journaux français finiront ruinés parce qu'aujourd'hui, ils sont entre les mains de quelques milliardaires et qu'on n'a plus vraiment confiance dans l'information qui sort de là. C'est-à-dire, Jean-Louis, pardon, je m'arrête. Vous n'avez pas confiance dans les journaux parce qu'ils sont aux mains de milliardaires, mais vous avez confiance en Twitter parce que Twitter est aux mains d'un milliardaire? C'est pas le même propos. C'est pas Elon Musk qui fait l'information. Dans les journaux, aujourd'hui, on ressent qu'il y a un guidage des gens qui font l'information. Dans Twitter, ce sont des gens qui interviennent. Elon Musk, qui va en bloquer ou pas en bloquer. Et c'est pas lui qui fait l'information peut-être sous son nom, mais c'est pas lui qui fait l'information dans Twitter. Ce sont des algorithmes qui font l'information, peut-être. Non? Oui, c'est possible, mais si c'est trop flagrant, les gens partiront. Mais d'ailleurs, le même problème se fait avec la presse. On voit bien que les chiffres d'affaires n'ont pas l'air de s'améliorer. Hein. Mais c'est pareil, Jean-Louis. C'est pour ça que les dangers sont les mêmes et les qualités de cette information-là sont les mêmes aussi. Il ne faut pas non plus être... Je ne peux pas regarder tout en noir en ce qui concerne les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en... Dominique Boulier. De toute façon, en plus, les médias, il y a plusieurs journaux, etc., qui sont passés en ligne avec un grand succès, que ce soit notamment du Orgueil, par exemple, mais il y a des modèles qui sont repris petit à petit. Donc, on peut très bien considérer que, effectivement, la diffusion classique et le modèle de relation au lecteur doit changer. Mais en réalité, une fois qu'ils ont engagé ça, l'avantage d'avoir quand même ces professionnels qui hiérarchisent l'information, ça se voit très très vite. C'est-à-dire sinon, effectivement, vous avez, comme le dit l'auditeur, lui, il a son activité de militant ou de professionnel. C'est intéressant pour regrouper des intérêts très particuliers, mais à ce moment-là, ils vont pas forcément diffuser de l'information, ils vont être en train de se coordonner. C'est une autre activité, une autre dimension du réseau social qui fonctionne très bien. Mais en dehors de ça, effectivement, l'absence de hiérarchie sur les réseaux sociaux, mais ça a été très bien dit par l'auditeur aussi, finit par décourager la mauvaise monnaie chasse la bonne, en l'occurrence, et au bout du compte, ça pourrait tuer le réseau. Donc, il va être obligé de créer aussi des instances de modération, parce que malgré tout, l'autorégulation ne suffit pas. Ne suffit pas, oui, c'est vrai. Ce que pointe du doigt, Jean-Louis, c'est à nouveau la question de l'opinion versus les faits. Oui. A priori, dans un média, même s'il est orienté, il y a des faits, a priori, qui sont construits. Il y a une hiérarchisation de ceci. Sur les plateformes sociales, il y a des opinions. C'est intéressant qu'il n'ait pas pointé du doigt, à l'époque, la grande époque de Doctissimo, qui n'était pas un réseau, qui était une sorte de prémisse de réseaux sociaux. Les médecins ont conspué Doctissimo parce qu'en fait, ils s'y disaient plein de choses, y compris des choses extrêmement fausses d'un point de vue médical. Et donc, à l'époque, les médecins n'étaient pas pour. Aujourd'hui, il existe toujours, il s'est régulé, il y a une régulation. Donc voilà, c'est toujours pareil, on est un peu entre les deux, et je pense qu'on voit un peu midi à sa porte en fonction aussi d'où on vient. Bien. Merci beaucoup, merci à vous tous d'être venus nous voir. Je rappelle le titre du livre de Dominique Boulier, Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux, aux éditions Le Passeur. Merci, c'était passionnant. Vous réagissez. Tiens, je vais recevoir un homme que je connais bien, qui évidemment travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, mais pas particulièrement, il est plutôt journaliste économique et essayiste. C'est François Langlais, évidemment. François Langlais qui publie Rien ne va, mais 3 points de suspension aux éditions Plomb. À tout de suite, 11h58.